Je rêve de filmer une vidéo avec cet incroyable papier peint. Donc voilà un rêve réalisé. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je réponds à vos questions. J'ai rassemblé là ces dernières semaines des questions que vous m'avez posées en commentaire sous des vidéos YouTube précédentes, sur le salon Discord de la maison d'édition Café aux Étoiles, que vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse. Le lien est dans le pied de page du site internet caféauxétoiles.fr. Ou encore des questions que vous avez posées à Camille, notre community manager sur l'Instagram de Café aux Étoiles, que vous pouvez suivre aussi si vous utilisez le réseau social Instagram. Moi personnellement j'y suis plus, je mets plus à jour celui de Florie Taylor, mais vous pouvez rejoindre celui de Café aux Étoiles si ça vous intéresse. Et Camille vous répond et Camille me transmet vos questions. Donc là je me suis dit qu'il était temps, je commence à avoir pas mal de questions, je crois qu'il y en a 11 là. Je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite vidéo pour répondre à tout ça. Donc il y a plusieurs thèmes, on se parle de vie simple et sereine, on se parle de créativité, de processus créatif, il y a des questions sur Café aux Étoiles. Donc et ben c'est parti. Alors c'est depuis quelques années que j'ai accès à... Je viens régulièrement dans ce lieu, je rêve de filmer une vidéo avec cet incroyable papier peint. Donc voilà un rêve réalisé. Alors, commençons par les questions autour de la maison d'édition Café aux Étoiles, ce qu'on propose, différentes choses comme ça. Alors, première question, est-ce qu'il y aura des collaborations dans Café aux Étoiles? Est-ce qu'on va collaborer avec d'autres artistes, avec des marques, etc. Donc la réponse est oui. On a déjà collaboré, on a collaboré avec les éditions Lasca à l'automne dernier, où ils avaient lancé un socio-financement pour un livre de Noël, et dans un des paliers Ulule, enfin je crois que c'était le palier le plus cher, il y avait des stickers d'hiver et de Noël qui venaient de la collection Café aux Étoiles. Donc voilà un exemple de collaboration, donc la papeterie dans un pack de socio-financement Ulule des éditions Lasca, que vous pouvez aller voir d'ailleurs si ça vous intéresse. Je crois qu'elle publie pas mal de romances et de choses comme ça, donc si vous aimez l'imaginaire lumineux pour adultes, il y a moyen que cette maison d'édition vous plaise d'ailleurs. Ensuite, là la maison d'édition elle est encore jeune, elle a qu'1 an, mais la raison pour laquelle j'ai créé une structure, donc une maison d'édition qui est vraiment une entreprise, etc., plutôt que par exemple de m'auto-publier ou de lancer une boutique d'artistes à mon compte, c'est justement pour pouvoir impliquer d'autres artistes dans l'aventure le moment venu. Donc là j'ai sous le coude un portfolio de photos d'une photographe, d'une artiste photographe, et je pense que dans les mois à venir on va sûrement faire un test de vendre des tirages d'art photographique sur Café aux Étoiles. Je vais aussi ouvrir les soumissions éditoriales. Si tout se passe comme prévu, ça devrait ouvrir à l'automne 2023. Si d'autres auteurs et autrices qui écrivent de l'imaginaire lumineux pour adultes souhaitent soumettre leur manuscrit pour être publié sur Café aux Étoiles. Et puis après, il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2 aussi, où j'avais participé avec Magali Tuffier, qui est illustratrice et chargée de communication. Elle avait fait une box printanière, qui était une box de service en fait. Il y avait du yoga, il y avait des choses comme ça. Et j'avais participé avec un petit atelier de haïku printanier, donc atelier créatif pour le printemps. C'était pour sa box printanière. Ça s'appelle l'expérience 4 saisons si vous voulez aller voir. Donc là à l'époque j'avais participé en tant que Florie Vine, mais maintenant que la structure existe, s'il y a des partenariats à faire, ce sera via Café aux Étoiles. Donc pour répondre, oui, il y a eu et il y aura des collaborations avec Café aux Étoiles dans le futur, mais je n'ai pas et je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Bref. Où en est la collection Cafélité? Deuxième question. Donc la collection Cafélité, si vous ne savez pas, c'est la collection de littérature, de l'imaginaire lumineuse pour adultes que nous sommes en train de préparer avec Camille pour Café aux Étoiles au moment où je enregistre cette vidéo. Donc où elle en est, c'est que nous sommes en fait en train de chercher imprimeur et distributeur pour les livres. Et donc là j'ai un livre qui est prêt, qui est une nouvelle qui s'appelle Journaux exobotaniques Opération Olivier, qui est une enquête de Solarpunk.
qui se passe en Crète et que certaines personnes parmi vous ont peut-être déjà lu parce qu'elle s'est retrouvée sur ma boutique d'artistes il y a quelques années. Donc là je l'ai complétée, j'ai créé une couverture, j'ai créé un fichier e-book. J'attends les numéros ISBN de la part de l'AFNIL, parce qu'en fait quand on publie un livre, il faut lui assigner un code barre, en fait un numéro de série qui s'appelle numéro ISBN. Donc là j'en ai commandé 4 pour des livres numériques et je les attends. Et en parallèle de ça, on est en discussion avec un distributeur numérique en fait, qui prend un pourcentage des ventes pour ensuite venir mettre les e-books sur toutes les plateformes. Je sais pas moi, par exemple sur la plateforme Kobo, sur Imaginaire, sur Kindle. Voilà, là c'est en discussion et du coup, la première collection Café Serré, qui seront les nouvelles à lire le temps d'un café pour le prix d'un café, donc elles seront à 2 € je crois les nouvelles. Ça va être la première collection qui va sortir dès qu'on aura signé le contrat avec le distributeur en question et que j'aurai mes ISBN. Et ensuite, on a prévu au printemps, alors je dis printemps parce que je sais pas encore si ce sera avril, mai ou juin, en fonction de comment ça se passe. J'ai prévu de sortir en version numérique et papier le premier tome de l'Archipel des Brumes qui s'appelle Rageux, qui est de la science fantasy, avec une chasseuse de dragons qui chasse un dragon, qui rencontre un marchand sur le chemin, qui aide le marchand à quitter les plateaux. Donc ça c'est une novella qui sortira du coup à la fois en numérique et en papier, et ce sera pour nous l'occasion de tester aussi l'impression papier. Et on est en train de voir pour se faire distribuer par Hachette, pour être disponible sur commande, parce que je pense pas qu'il y aura des exemplaires imprimés directement en librairie, on est trop petit, mais pour que les exemplaires soient disponibles sur commande, si vous allez dans une librairie pour acheter l'exemplaire papier, et qui seront également disponibles en numérique. Voilà, donc l'idée c'est que la collection Café sorte en 2023, et on a la troisième sortie, l'Office des enquêtes discrètes, qui est le Jane Austen avec de la magie et des enquêtes. J'aimerais que ça sorte pour les Aventuriales fin septembre, et on a soumis une demande pour participer aux Aventuriales. Donc ça je vous en parlerai, on vous en parlera avec Camille sur les différents canaux de la maison d'édition, notamment si vous voulez vous abonner à notre lettre, caféauxétoiles.fr/lettre, pour être au courant de ce genre de mise à jour sur la sortie de la collection Caféité, sur les événements auxquels on peut participer. Et sinon Camille elle tient aussi les gens au courant sur Instagram si vous utilisez Instagram. Ensuite, est-ce que les livres auront les mêmes horaires de vente que la papeterie? Parce que si vous ne le savez pas, Café aux Étoiles distribue également mes aquarelles originales, des tirages d'art et de la papeterie créative. Et comme je suis toute seule, les horaires de vente sont très précis. C'est-à-dire que la boutique est ouverte une semaine, toutes les 6 semaines à peu près. Donc vous avez une semaine pour commander, c'est comme des précommandes en fait. Ensuite, j'imprime le nombre exact de papeterie qui a été commandée pour éviter le gaspillage, et après je fais tous les envois. Et ça c'est à peu près une fois toutes les 6 semaines. Donc non, les livres ne seront pas soumis à ces mêmes horaires, sauf si je fais des packages spéciaux, des lots spéciaux avec des exemplaires déjà imprimés que je vends dédicacés avec un lot de papeterie inclus ou quelque chose comme ça, où là ce sera les mêmes horaires de vente que la papeterie. Mais sinon, avec Camille, comme je disais, on est en train de voir avec des distributeurs pour que les livres numériques et papier soient disponibles au moins à la commande dans la majorité des librairies en ligne et des librairies physiques. L'idée c'est vraiment que les bouquins soient disponibles de manière aussi large que possible. Et enfin, dernière question autour de la maison d'édition des créations de papeterie. Est-ce que les petits dragons de Patreon seront en vente sur la boutique un jour? Donc pour vous donner le contexte, j'ai envoyé pour les mécènes de janvier 2023 des planches de stickers qui contiennent des petits dragons qui font partie de la collection Tiny Dragons, qui est une collection d'art numérique que je suis en train de créer en utilisant plusieurs outils numériques, dont l'IA Midjourney, Photoshop, Procreate sur l'iPad avec le stylet, InDesign. Voilà, c'est vraiment une collection 100% numérique sur laquelle je travaille cette année. Et j'avais sorti des planches de stickers sur lesquelles il y avait notamment ces petits dragons, et qui étaient exclusifs à Patreon. Donc est-ce qu'ils seront disponibles un jour sur la boutique? Oui, puisque je suis en train de développer cette collection Tiny Dragons, et j'ai l'intention, alors il n'y aura pas de tirage d'art ou d'originaux parce que c'est de l'art 100% numérique,
Mais par contre, j'ai prévu qu'il y ait des planches de stickers avec un petit dragon à l'honneur et d'autres petites choses comme j'ai fait en janvier pour les mécènes. J'ai prévu peut-être des collections de cartes postales avec ces petits dragons. On verra quelle forme ça prend. Mais oui, je pense qu'il y aura des collections de papeterie autour de cette collection, probablement plutôt sur la deuxième moitié de l'année 2023, si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication. Voilà pour les questions autour de la maison d'édition. Ensuite, quelques questions autour de la vie simple et sereine. Comment fais-tu pour ralentir quand la société et les autres mettent la pression pour accélérer et nous jugent? Alors ça, je pense que ça mériterait une vidéo complète, probablement un podcast complet, pour déballer un peu tout ce que contient cette question. Parce qu'en fait, il y a la question de comment on ralentit quand la société nous pousse à l'accélération. Donc un peu, c'est-à-dire que l'environnement n'est pas favorable à ralentir, comment on fait quand même. Mais derrière, il y a aussi la question de la pression sociale et du jugement des autres. Donc il y a aussi la question du regard des autres. Donc c'est une question qui est très... qui nécessiterait d'être pas mal développée. Ce que je peux vous dire rapidement dans le cadre de ce Q&A, c'est qu'effectivement, c'est pas évident de ralentir quand on n'est pas dans un environnement propice au ralentissement, et que c'est bien pour ça que j'utilise moi-même des ressources de simplicité et de slow depuis des années et que je vous en propose à travers le podcast Bulle Nomade, à travers le podcast Simplicité que je ne tiens plus à jour mais sur lequel il y a une trentaine d'épisodes qui sont encore disponibles sur ce genre de vidéos-là. Pour moi, c'est un retour à soi en fait. C'est-à-dire que plutôt que de se juger par rapport à la société, de se dire comment je fais pour gérer le rythme des autres, c'est plutôt un retour à soi et à comment est-ce que je peux déjà être au courant de mon propre rythme, de comment je me sens, parce qu'on est vachement déconnecté de nos propres besoins, de nos propres rythmes organiques. Donc pour moi, ça commence par un retour à un lien avec notre nature humaine, notre nature organique, et par le fait de prendre conscience de ce qu'on peut vraiment changer et des contraintes qu'on a. C'est-à-dire que bien souvent, on a l'impression que des choses sont impossibles ou que des contraintes sont inévitables parce que c'est ce que la société nous dit et qu'on l'a accepté sans le remettre en question. Alors qu'en fait, si on prend le temps de regarder comment ça se passe, oui, il y a des choses qui sont contraignantes, il y a des choses qui foutent la pression. On vit dans une société qui nous pousse à l'accélération, à la rentabilité constante. En tant qu'adulte, on a beaucoup de contraintes, donc ça je vais pas le nier. Mais, comment dire, on a plus de marge de manœuvre que ce qu'on croit. Et pour moi, la première étape, c'est justement la prise de conscience de cette marge de manœuvre. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon burn-out il y a quelques années. Je pensais être dans une voie de garage, je pensais que c'était impossible de quitter mon CDI, je pensais que c'était impossible de retrouver du boulot si je me mettais au chômage, donc là on parle de gros changements, mais même dans les petits changements, je pensais que c'était impossible d'avoir du temps pour moi, je pensais que c'était impossible de dire non à certaines choses, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on croit impossibles, en fait qu'on accepte comme impossibles, alors qu'on n'a jamais vérifié si c'était vraiment possible ou pas. Et du coup voilà, pour moi la première étape, et ça tous les outils autour du minimalisme, de la simplicité, du slow, moi m'ont énormément aidé au fil des années. Donc il y a des conférences TED, il y a des bouquins qui sont intéressants là-dessus. Pour vraiment mettre une perspective là-dessus et arrêter de croire tout ce que nous dit justement la société sur ce qui est possible ou pas possible, et reprendre la souveraineté finalement sur notre propre vie, et prendre conscience de la véritable marge de manœuvre qu'on a, qui sera pas la même d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont beaucoup plus de liberté avec leur temps, et beaucoup plus de temps disponible, et beaucoup plus de marge pour ralentir que d'autres. Par exemple, une personne retraitée aura beaucoup plus de marge pour ralentir qu'un couple actif avec des enfants en bas âge, ça c'est évident. Mais pour moi, voilà, c'est prendre conscience des cartes qu'on a réellement en main, donc ne pas se mettre la tête dans le sable sur les contraintes qu'on a réellement, mais prendre aussi conscience de la véritable marge de manœuvre qu'on a, ça me paraît être une bonne piste pour commencer. Et quant à la question de comment gérer le jugement des autres, je pense que c'est une question tout à fait à part, à laquelle je vais pas répondre là parce que ça va être trop long. Mais je pense que courant 2023, je ferai un contenu dessus parce que la question du regard des autres, elle est hyper importante quand on veut mener une vie simple et sereine, parce que c'est une vie qui est pas dans les clous, qui est pas dans les normes, qui est pas dans les rails, et du coup la question du jugement des autres se pose forcément à un moment ou à un autre, et la question de s'en détacher surtout.
Autre question, vie sereine. Quand tu mets des pauses dans l'agenda, comment fais-tu pour savoir quoi faire pendant ces temps de pause? Très bonne question. Alors personnellement j'ai jamais ce problème parce que j'ai tellement d'idées, tellement de trucs que j'ai envie de faire que je sais ce que je veux faire quand je prends une pause, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de prendre des pauses et qu'on les met à l'agenda, le contexte de la question c'était que depuis quelques temps je mets les temps de pause dans mon agenda de la journée. Par exemple je vais mettre 9h, 10h préparation de la semaine, gestion des mails, 10h, 11h meeting avec machin truc, et puis 11h, 11h30 pause, et 11h30, midi et demi avancer le PowerPoint machin truc. Et donc qu'est-ce que je mets dans cette demi-heure de pause? Alors si vous ne savez pas par quoi commencer, je conseillerais de vous écouter. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous vous sentez enfermé chez vous dans le bureau, que vous avez envie de faire un tour du pâté de maison, de marcher un peu, de prendre l'air? Est-ce qu'au contraire vous êtes fatigué, vous avez plein la tête et vous avez besoin de vous détendre? Auquel cas peut-être une pause avec un thé et une petite vidéo YouTube ou un petit bouquin ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez besoin de liens humains? Auquel cas la pause, peut-être que ça peut être aller boire le café avec les collègues, discuter sur un groupe WhatsApp avec des copains ou sur un salon de Discord avec des copains, parce que vous avez besoin du contact humain. Voilà, Voilà, première chose, ça va être d'écouter le besoin. Après, ça peut être quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire, vous pouvez vous faire en fonction, par exemple, de où vous prenez votre pause. Si vous êtes en télétravail, c'est pas pareil que si vous travaillez dans un bureau par exemple, c'est pas pareil que si vous êtes en voyage, enfin voilà, vous pouvez préparer en fait, préparer une liste d'idées. Par exemple, tiens, j'ai mon bouquin, je pourrais lire pendant ma pause. Tiens, sur le téléphone, je peux mettre un chrono 15 minutes d'Instagram ou de TikTok ou de YouTube pour regarder des petites vidéos rigolotes pour vous changer les idées. Tiens, un quart d'heure c'est suffisant pour faire le pâté de maison mais c'est pas assez pour aller au parc qui est là-bas. Vous voyez, faire de la prise de décision en avance et de vous noter une liste de références. J'aime beaucoup l'outil des listes de références. Je crois que j'en ai parlé en podcast si vous voulez aller voir les bulles nomades. D'avoir une liste de références de choses que vous pouvez faire pendant vos pauses en fonction de comment vous vous sentez et de la durée des pauses en question. Que du coup quand la pause arrive, vous avez votre liste et vous avez préparé votre environnement, vous avez préparé les outils à dispo. Moi par exemple, dans mon fauteuil de lecture, j'ai ma liseuse à côté, je sais quel bouquin j'ai en cours de lecture, je sais que le matin je préfère lire de la non-fiction ou des bouquins un peu plus exigeants et les pauses de l'après-midi, je préfère lire des univers avec de l'aventure, avec de l'évasion, avec de la romance, avec des choses comme ça. Vous préparez à l'avance, comme ça quand la pause arrive, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Surtout que quand on arrive à une pause, en général, c'est qu'on est fatigué et que la prise de décision, ça prend de la charge mentale. Et du coup, c'est toujours cool de décider à l'avance pour notre moi futur pour qu'il ait plus besoin de décider. Ah, si, une dernière question pour vie simple et sereine. Quelles activités, des rituels, par exemple créatifs ou autres, est-ce que j'utilise pour arriver à faire une coupure entre la fin de la journée de travail et le début de soirée? Donc ça, je pense que c'est une question qui est particulièrement pertinente pour les gens qui, parmi nous, travaillent à domicile, télétravail, et où on a besoin de créer une coupure entre le travail et le perso. Parce qu'à l'époque où j'étais salariée, où je travaillais dans un bureau, la coupure, elle était facile, hein. C'était je range mon bureau, j'éteins mon ordinateur, je mets les trucs dans mon caisson, je mets mon manteau, je quitte le bureau, et du coup, j'arrive à la maison et ça fait la soirée, vous voyez. Donc là, je vais plutôt répondre à la question dans un contexte de si vous travaillez chez vous. Ou bien par exemple, si vous êtes prof et que vous corrigez des copies, que vous avez du travail à faire à la maison, ou si vous êtes étudiant et étudiante et que vous avez des devoirs à faire à la maison, comment est-ce qu'on... Psychologiquement, comment est-ce qu'on dit au cerveau, là le travail il est fini, maintenant c'est la maison? Alors moi personnellement, je le fais beaucoup avec l'environnement physique, avec l'espace. Quand j'habitais dans 20 mètres carrés à Paris, que c'était une chambre de 9 mètres carrés et un salon cuisine de 10 mètres carrés, une salle de 22 mètres carrés. En fait, j'avais la même table dépliable que je repliais à la fin tellement la pièce principale était petite, dans laquelle je travaillais. Alors j'étais pas en télétravail à l'époque, mais par exemple je faisais de l'écriture le week-end, ou j'avais des fois des mails à traiter. Et du coup, la manière dont je faisais la coupure, c'est que je vidais, de toute façon j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je la replie. En fait je mettais des objets particuliers sur ma table, que
ça voulait dire là c'est la session d'écriture, là c'est la session de travail. J'avais mon ordinateur portable, j'avais mon thé, j'avais mon carnet de listes professionnelles. À l'époque c'était pas encore un bullet journal, mais j'avais mon carnet avec mes listes de tâches professionnelles. Si c'était de l'écriture, j'avais à l'époque c'était un classeur avec des feuilles dans lequel j'avais mes plans, mes listes, etc. Et pour marquer la fin du travail, je rangeais tout ça. Donc ranger l'espace, libérer l'espace, c'était la première chose que je faisais. Et du coup, je repliais la table. Et puis, je venais sortir d'autres choses qui signifiaient pour moi les activités de loisirs, quoi. Je sortais un bouquin, je sortais d'autres choses. Donc ça, c'est quand j'avais un espace tout petit et que tout se passait au même endroit. Et encore aujourd'hui, mon premier rituel de fin de travail, c'est de vérifier les tâches que j'ai cochées, pas cochées sur le bullet journal, noter sur un post-it les éventuelles tâches du lendemain, ce que j'ai choisi de de décaler par exemple, ou ce que je sais qui va être prioritaire demain, je le note, comme ça me vide ma charge mentale sur le bullet journal. Et puis je referme le carnet, je le range dans son tiroir. Je referme l'ordinateur portable, je le range à sa place. Ça c'est la première chose. Après j'aime bien... Et ça, c'est à chacun de... C'est à vous de tester en fait, parce que en fonction de votre personnalité, en fonction du type de travail que vous faites, par exemple si vous faites un travail qui est très physique, genre vous travaillez dans un resto ou quelque chose comme ça, que vous marchez beaucoup, ben peut-être que votre rituel de passage, ça va être de regarder un truc à la télé ou de regarder un truc sur l'ordinateur. Moi qui travaille devant un écran toute la journée, mon rituel de fin de travail, il va plutôt être analogique, sans écran, sans technologie. Donc là, ça va être à vous d'ajuster en fonction de ce dont vous avez besoin à la fin de la journée de travail. Mais une chose que j'aime faire pour marquer la fin de la journée, ça va être de faire une activité tampon. Donc souvent, ça va être me préparer un thé ou un apéro si je finis de travailler après 18 h. Et prendre un livre ou prendre un carnet et écrire dans mon journal. Ou éventuellement regarder un épisode de série avec mon mari. Mais en général, je préfère quand il n'y a pas d'écran tout de suite après le travail. Donc ça va plutôt être un rituel de ce genre. Ou alors, un truc où je sors de chez moi. Je vais mettre mes baskets et puis je vais marcher le long du canal. Ou alors je vais faire des courses. Comme ça on lit l'utile et l'agréable. Mais il y a cette idée de prendre l'air. Donc je sors de mon lieu de travail qui est chez moi. Je prends l'air, je fais un truc. Je reviens et là je rentre chez moi. Ça peut être quelque chose que je fais aussi. Ou alors une autre idée, c'est de bouger mon corps. Donc là, avec l'épuisement de 2022, mes routines, elles sont un petit peu parties dans tous les sens. Mais c'est quelque chose que je faisais avant. Pendant le Covid, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait, notamment quand on pouvait pas sortir. C'est d'avoir cette espèce de tampon où j'enlève mes vêtements. Ça aussi, c'est un truc. Je me change. Et là, en l'occurrence, je mettais des vêtements type vêtements de sport ou vêtements de yoga. Et je me faisais soit des étirements, soit une séance de sport. J'étais abonnée à My Peak Challenge où c'était des vidéos pour faire de la muscu et tout. Et donc ça, c'est pareil, ça permettait de bouger mon corps en fait. Le rituel de changer de vêtements, de bouger mon corps. Après, je prenais une douche. Et du coup, après la douche, ben, j'étais en mode maison, quoi. En mode loisir et famille et social et repos, quoi. Voilà, quelques idées, quelques pistes de réflexion, mais il faut expérimenter en fonction de vos goûts, vos besoins et votre style de vie. Pour finir cette vidéo de session questions-réponses, j'ai quelques questions autour de la créativité, du processus créatif et toutes ces choses-là. Quelles sont mes marques de papier à aquarelle préférées? Alors ça, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos précédentes. Je crois que j'avais fait un tour de... à l'époque, mon chariot avec tous mes trucs artistiques, si vous voulez retrouver cette vidéo. Mais là, pour répondre rapidement, en fait, pour moi, il y a 3 gammes de papier à aquarelle que j'utilise. Il y a le bas de gamme, l'entrée de gamme, que j'utilise pour faire les exercices quand je prends des cours, pour m'entraîner, pour tester des nouvelles techniques, pour faire des premiers croquis d'une œuvre que je vais vouloir faire après. Où là, alors je prends toujours du papier à aquarelle. Ça, c'est un truc avec l'aquarelle, c'est que le papier, c'est hyper important. Je trouve que c'est même plus important que la qualité des pinceaux et de la peinture. Si votre papier n'est pas adapté, ce sera pas agréable à pratiquer. Et votre aquarelle, elle sera ratée en fait. Elle sera beaucoup plus difficile à réussir. Parce que comme c'est un médium avec de l'eau, il vous faut un papier qui absorbe l'eau en fait. Sinon, ça va vraiment être la catastrophe.
Donc le papier c'est vraiment le plus important. Et donc le papier le plus entrée de gamme que j'aime bien, c'est le papier Canson 100% cellulose. Ils vendent des... Là je l'ai pas parce que je suis pas chez moi, mais ils vendent des trucs à spirale format A4. Et je crois que ça coûte 10 € pour 50 feuilles ou 100 feuilles, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas hyper cher et ça permet de rentrer dans le loisir si vous commencez et ça permet de faire des tests, etc. tout en étant quand même du papier aquarelle 300 grammes par mètre carré qui absorbe l'eau. Ensuite, ma deuxième marque préférée, c'est la marque milieu de gamme. Moi j'adore la marque Fabriano qui fait des papiers 50% coton. Et donc du coup ça permet d'avoir suffisamment de qualité pour vraiment apprécier le travail, notamment quand on fait ce qu'on appelle du mouillé sur mouillé, où on met de l'eau et on rajoute l'aquarelle. Donc c'est des techniques qui nécessitent, où il faut absorber beaucoup d'eau, où il faut que le papier absorbe beaucoup d'eau. Donc du coup il faut au moins du 50% coton pour vraiment apprécier, notamment quand je fais les lunes, les choses comme ça. Donc Fabriano 50% coton, il y a quelques originaux que j'ai fait sur le papier Fabriano, mais souvent c'est pour les aquarelles que je vais numériser après par exemple. Et enfin, mon papier haut de gamme préféré, c'est la marque Arche, qui est une marque dont vous avez sûrement entendu parler avant parce que c'est une des marques les plus connues en papier 100% coton. Donc c'est 100% coton, 300 grammes par mètre carré. Il y a plusieurs surfaces en fonction de vos préférences, donc de lisse, texturé ou vraiment rugueux. Donc là c'est vraiment une question de préférence personnelle et aussi une question de si vous utilisez de l'encre ou pas. Moi je préfère le papier lisse quand je vais derrière refaire des contours à l'encre et tout, parce que c'est pas évident d'utiliser les petits pigments Micron à pointe fine là, quand le papier il est vachement rugueux. Par contre, quand je sais que je vais faire beaucoup de mouillé sur mouillé et que ça va être que de l'aquarelle, je préfère le papier texturé, donc l'entre-deux entre le lisse et le rugueux. Et donc c'est le papier Arche 100% coton, et la majorité de mes originaux que je vends après sur Café aux Étoiles, ils sont faits soit sur le Arche, soit après sur des papiers artisanaux 100% coton, mais en tout cas toujours sur du papier 100% coton, où là c'est la haute qualité. Par contre c'est pas le même prix, c'est aussi pour ça que je vous le dis, on me donne 3 gammes de prix pour les papiers aquarelles. Ensuite, autre question artistique, comment as-tu appris à dessiner et peindre? Est-ce que c'est avec des cours, est-ce que c'est toute seule, etc. Donc pour vous donner un contexte, je n'ai pas fait d'école d'art, hein. J'ai appris le dessin, la peinture, aquarelle, encre, même le dessin numérique que je fais avec Procreate. Tout ça c'est des choses que j'ai appris en autodidacte, donc moi-même dans mon coin. J'ai commencé par des tutos gratuits sur YouTube, notamment la chaîne de Shada Campbell qui m'a beaucoup aidée lorsque j'ai vraiment démarré à l'époque. J'ai été abonnée pendant 1 an ou 2 à la plateforme de cours illimité qui s'appelle Skillshare. Je sais pas s'il existe encore, il n'y a plus tellement de pubs Skillshare sur YouTube maintenant. Mais je sais qu'il y a des équivalents francophones parce que Skillshare c'est beaucoup des cours en anglais. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais qu'il y a une plateforme francophone équivalente où vous payez tous les mois et vous avez accès à un tas de cours. Donc moi c'était Skillshare à l'époque et j'avais suivi pas mal de cours qui durent des vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure où j'apprends à faire une aquarelle en particulier. Je me suis beaucoup améliorée grâce à ça. Et puis après j'ai pris des cours, j'ai acheté des cours en ligne à des artistes qui faisaient des cours beaucoup plus complets et notamment une artiste qui m'a beaucoup aidée à m'améliorer, c'est Marie Boudon, Les Tribulations de Marie, qui a différents cours. Donc moi j'avais pris son cours des bases à l'aquarelle, son cours des fleurs à l'aquarelle et son cours destination digitale qui m'a appris à numériser mes aquarelles. Et je pense que c'est la ressource la plus solide qui m'a permis de m'améliorer. Par contre, je crois qu'ils sont à au moins 300 € ces cours. Donc si vous démarrez seulement, que vous ne savez pas encore si ça va vous plaire ou pas, que vous avez soit pas la possibilité financière, soit pas l'envie d'investir comme ça parce que vous ne savez pas encore si ça va vous plaire à long terme ou pas, franchement commencez par des tutos YouTube gratuits. Aujourd'hui il y a énormément de ressources sur YouTube. Et puis j'ai prévu un jour de sortir des cours d'aquarelle débutants avec Café aux Étoiles. Donc si vous regardez cette vidéo longtemps après sa publication, peut-être que le dojo des instants créatifs avec les cours créatifs en ligne sera sorti. Pour l'instant, c'est un projet qui fait la queue dans la liste des projets parce que je l'ai fait un à la fois. Et cette année, c'est Café Lité qui est à l'honneur. Mais peut-être en 2024, 2025, si vous regardez cette vidéo longtemps après.
peut-être que les cours existeront, donc n'hésitez pas à aller voir sur caféauxétoiles.fr. En attendant, allez voir les tutos YouTube, franchement il y a des ressources incroyables. Ensuite, des questions autour de l'écriture. Qu'est-ce que l'alpha lecture et la bêta lecture? Donc ça c'est un sujet dont on a parlé sur le canal Art et Créativité du Discord de Café aux Étoiles, et je vous en ai déjà parlé dans les bilans artistiques mensuels où je vous dis ah tel projet est actuellement en alpha lecture. Donc l'alpha et la bêta lecture, c'est le principe de faire relire un manuscrit soit par d'autres auteurs et autrices, où on se relit les manuscrits entre nous sous forme de communauté collaborative, soit on le fait relire à des bêta-lecteurs et lectrices professionnels qui font payer le service. Donc il y a les deux options. Donc le concept, c'est qu'une fois qu'on a écrit ce qu'on appelle un premier jet, qui est le premier manuscrit rédigé, ça c'est pas juste le plan, c'est vraiment on a écrit tout le manuscrit jusqu'à la fin. Avant de le corriger, on va le faire relire par d'autres personnes qui ont un regard extérieur sur le livre. Parce que nous, comme c'est dans notre tête, on sait ce qu'on a écrit, on sait ce qu'on veut écrire, on sait ce qu'on veut raconter, donc on se rend pas forcément compte, on n'a pas le recul de se rendre compte si les personnages sont attachants, si c'est compréhensible, si c'est logique, comment c'est perçu. Donc le but de l'alpha et de la bêta lecture, c'est d'avoir un regard extérieur sur notre propre manuscrit pour pouvoir avoir des pistes de correction pour améliorer le texte. L'alpha lecture, c'est plus global, c'est-à-dire que l'alpha lecteur ou lectrice va relire le texte et va donner un avis général, va dire ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas compris, ce personnage-là il m'a plu pour X raison, ce personnage-là je l'ai pas trouvé attachant pour Y raison, et ça permet d'avoir des corrections globales. La bêta lecture, c'est plus détaillé, on va avoir peut-être des conclusions pour chaque chapitre. Ah, genre ce chapitre-là il est un peu mou, je me suis ennuyée, ce chapitre-là l'action elle va trop vite. Et la bêta lecture, ça peut aller jusqu'à une lecture ligne par ligne. Genre, cette phrase, elle est trop longue, là, il y a une faute de grammaire, là, il y a trop de répétitions. Et souvent, la bêta lecture de détails comme ça va pas être sur le texte entier, ça va être sur une seule scène ou un seul chapitre, pour aider à améliorer le style littéraire vraiment dans la forme pure. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par une alpha lecture, pour avoir un avis général sur le livre, pour voir s'il y a des grosses corrections à faire, des corrections structurelles à faire. Et l'alpha lecture ou la bêta lecture de détail, vraiment chapitre par chapitre, c'est quelque chose qu'on va faire dans un deuxième temps, quand on sait que la structure globale du livre, elle est solide en fait. Voilà ce que c'est l'alpha et la bêta lecture. Et si vous êtes écrivain ou écrivaine et que vous ne savez pas par où commencer, il y a des forums de lecture, des forums d'écriture, qui permettent de s'échanger des alpha et des bêta lectures gratuitement, où du coup vous vous engagez aussi à alpha lire et bêta lire les textes d'autres personnes, notamment le forum Cocyclix et le forum L'Atelier Perché, qui sont deux forums auxquels j'ai participé, sur lesquels je suis plus trop active parce que j'ai plus le temps, mais auxquels j'ai participé et qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai débuté en écriture. Enfin, dernière question créative et dernière question de ce question-réponse. Comment est-ce que je répartis l'énergie créative et l'inspiration lorsque j'ai au moins 2 projets d'écriture en parallèle? Donc là, la question, elle concernait l'écriture, mais c'est une question qu'on peut se poser dans les arts pluriels en général. Comment est-ce que je rentre dans le mood d'une collection ou d'une œuvre ou d'une histoire en particulier quand demain il faut que je corrige un autre truc ou c'est un univers qui n'a rien à voir. Voilà, quand on est un peu pluriel ou quand on travaille sur plusieurs projets à la fois, comment est-ce qu'on se divise un peu là-dedans? Bah, c'est vrai que quand vous avez la tête dans un projet, c'est pas forcément facile de sortir la tête du projet et de se mettre dans un autre projet, quoi. Donc là-dessus, moi je dirais que c'est une question déjà d'expérimentation personnelle, parce qu'il n'y a pas... C'est comme l'organisation, en plus les trucs créatifs c'est encore plus individuel que d'autres trucs d'organisation où il peut y avoir des choses du fonctionnement du cerveau global. Ça c'est de l'essai-erreur, c'est de l'expérimentation, faut tester ce qui marche pour vous, première chose, et avoir peut-être un outil de suivi. Si vous testez, mettons, pendant un mois, avoir un outil de suivi où vous pouvez dire ça a marché, ça a pas marché, pourquoi. Vraiment avoir cette espèce de démarche scientifique, comme si vous vous observiez vous-même, de tester une chose une journée, et en fin de journée, prendre 5 minutes pour dire ok, ça a marché, ça a pas marché, peut-être pour cette raison, pour arriver à comprendre. Maintenant, moi, ce qui marche pour moi, c'est que déjà, je m'organise en fonction de mon cycle organique. Donc, il y a 2 semaines dans le mois où je suis vraiment très créative et très dans l'action, et 2 semaines où je vais pratiquement pas créer, où je vais plutôt être dans l'analyse, dans l'introspection, dans l'inspiration et la germination. Donc déjà, je ne crée pas tout le temps.
Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à suivre ce qui m'inspire sur le moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses que j'ai lues qui me donnent une idée, des idées qui vont pousser, qui vont me venir en fait. Et j'ai tendance à suivre l'idée qui me vient à un moment donné. Parce que c'est là que ça veut dire que l'idée elle est prête en fait. Quand elle sort de mon inconscient, ça veut dire qu'elle est prête. Par exemple, là ce mois-ci, pendant que je filme cette vidéo, j'ai eu l'idée de revoir toute la structure de Prime d'Obsidienne, qui est le space opéra dont j'avais tiré les paramètres au sort en novembre 2022 pour le Slow Raimo, que j'ai mis en pause pendant quelques mois. Et en fait, je suis arrivée dans ma phase créative en ayant plein d'idées de comment l'améliorer, etc. Et du coup, je me suis donné 3 jours pour travailler tous les matins là-dessus jusqu'à ce que mon plan il soit prêt. Et ensuite, là en ce moment, je suis en train de travailler sur les corrections de l'Office d'enquête discrète en Paris. Donc je fais des sprints en fait. Si vous connaissez la gestion de projet et l'organisation agile, je fais ce qu'on appelle des sprints. Vous pouvez chercher ça sur Google, organisation sprint. Des sprints, c'est en fait que vous avez des mini-projets en fait avec des mini-étapes et que vous allez consacrer tout votre temps de projet sur cette étape-là, cette version-là du truc. Alors les sprints en général, par exemple en informatique, ils vont durer peut-être 2-3 semaines. Et puis après vous allez rendre une version du truc quoi. Et donc là c'est pareil, c'est des mini sprints. Donc ça va être, là je suis sur, je vais être sur la création des points d'intrigue de Prime d'Obsidienne. Et j'ai fait un mini sprint de 3 jours où je me suis occupée que de ça. Comme ça mon inspiration elle est bloquée là-dessus. Je me nourris de ce truc là. Et je continue mes brainstorms, mes idées, tant que c'est ça qui nourrit en moi. Et dès que ce plan il est terminé, je vais faire un mini sprint sur un autre projet. Donc là en l'occurrence, ça va être les corrections d'Euron Paris. Et pareil, quand je me lance dans les corrections d'Euron Paris, comme il faut que je me replonge dans mes notes de correction, dans mon plan de correction, etc. Je vais pas faire les corrections d'Euron Paris un matin et puis le lendemain travailler sur autre chose. Si je me mets dans l'état d'esprit d'Euron Paris, je vais faire un mini sprint de 3 jours pour corriger 2 chapitres par exemple. Et après, soit je suis encore motivée, je vais me faire un autre sprint pour corriger les chapitres suivants, soit mon inspiration elle me mène ailleurs et je pars sur autre chose. Voilà, donc moi c'est comme ça que je fais des mini sprints. Voilà. Écoutez, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vais mettre les chapitres pour que vous puissiez passer facilement d'une question à l'autre, ou en tout cas d'une thématique à l'autre si tout ne vous intéresse pas. J'espère que cette session de questions-réponses vous a plu. N'hésitez pas à poser si vous avez d'autres questions pour moi en termes de vie simple et sereine, de créativité, d'art, ou pour la maison d'édition, d'entrepreneuriat créatif, tout ce genre de questions-là. N'hésitez pas à les poser, donc soit sous cette vidéo-là, vous pouvez les poser à Camille sur Instagram, vous pouvez me les poser par mail sur hello@storyteller.com ou sur bonjour@caféauxétoiles.fr. Vous pouvez répondre aux newsletters que j'envoie si vous êtes abonné aux newsletters avec vos questions. Vous pouvez aller sur le Discord. Voilà, il y a plein d'options. Ne me les posez pas sur Instagram Storyteller parce que j'y vais plus. Mais sinon, vous avez plein d'options. Et puis si je reçois d'autres questions, quand j'aurai reçu suffisamment d'autres questions intéressantes et pertinentes, et je ferai une autre vidéo de ce type-là. En attendant, j'espère que vous avez bien profité de cet incroyable papier peint. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!